La scène débute par quelques injures, puis Catherine donne les premiers coups de poing au visage de son compagnon allongé sur le lit. S'ensuivent des coups de pied portés par Catherine debout sur le lit, puis une ultime salve de coups de poing sur la tête. Nous avons en fait un acharnement de Madame Bernard sur Monsieur Flo, complètement passif, complètement alcoolisé, qui est sur le lit, sans défense. Et elle le frappe de ses 2 poings, sur des zones sensibles, visage et tête. Il n'y a pas moins de 11 coups, 11 impacts. Voilà, et tandis que lui est complètement amorphe. Elle a simplement à déplorer, je crois, une griffure au bras gauche et une morsure à la main droite. Donc on a vraiment un déferlement de violence de Madame Bernard et une passivité totale de Monsieur Flo. En fin de matinée, Madame Flo convainc son fils de consulter un médecin généraliste d'Angoulême. À la fin de l'examen, toujours en présence de Catherine Bernard, Jean-Philippe se plaint de violents maux de tête, puis il vomit avant de perdre conscience. Il est cette fois pris en charge par le SAMU, qui le ramène aux urgences de l'hôpital de Girac. Hospitalisé en réanimation, son état empire d'heure en heure. Il décédera le 5 novembre, après l'échec d'une ultime opération intracrânienne. Jean-Philippe Flo avait 43 ans. Sa mère et Catherine Bernard se sont relayées à son chevet jusqu'à la fin. Il y avait donc essentiellement des impacts sur la tête, avec 5 hématomes ou ecchymoses sur le visage, 6 sur le cuir chevelu, et puis d'autres qui traduisaient d'autres zones d'attaque comme les flancs, les épaules, le dos, les organes génitaux. Pour ce qui était de la cause de la mort, elle était clairement identifiée. C'était un hématome sous-dural, c'est-à-dire un volumineux caillot qui se crée entre le cerveau et la dure mère qui entoure celui-ci. Le comportement de Madame Bernard pose question, au niveau notamment de savoir si elle a des remords par rapport à ce qu'elle a fait. Et moi, je crois qu'elle n'en a aucun, puisque c'est vrai que dans un premier temps, elle fait des fausses déclarations à la police, disant que Monsieur Flo a été agressé par 3 Maghrébins. Elle est même assez précise d'ailleurs, alors que c'est totalement faux, évidemment. Première chose. Deuxième chose, elle prend la fuite avec le véhicule de Monsieur Flo. Comme je vous l'ai dit, pour se réfugier chez une amie avec laquelle elle renoue une relation homosexuelle, alors qu'elle vient de tuer son compagnon. L'absence de l'accusé ne lui a pas été bénéfique. Plusieurs témoins ont rapporté son apparent manque d'émotion après le décès de son compagnon. À l'âge de 17 ans, sa mère signe une autorisation d'émancipation. Presque immédiatement, la jeune fille part vivre avec le facteur d'un village voisin. Il est son aîné de 27 ans. 3 ans plus tard, elle quitte le facteur pour un autre homme, également beaucoup plus âgé qu'elle. Elle décide alors de suivre une formation en maçonnerie. Malgré que c'était quand même une fille quand même très sympathique, très gentille, très serviable, c'était une jeune femme, quelque part, on sentait bien quand même que quelque part, il y avait pas que de la joie, quoi. Dynamique, et puis bon, quand elle avait bu un verre, bien sûr, elle avait tendance à parler un peu plus, mais non, c'était quelqu'un d'agréable, quoi. Malgré son physique un peu de garçon, voilà, on pouvait discuter avec elle, elle n'était pas... Bon, elle n'a jamais posé de problème chez moi, quoi. De toute façon, quand on l'a croisée, si on la connaissait pas, on avait l'impression que c'était un homme. La même démarche, une démarche de camionneur, je disais. Oh ben, c'était un garçon manqué. C'était toujours treillis, la casquette, le couteau à la ceinture, sans arrêt, quoi. C'était... Donc un couteau, alors elle dit qu'elle s'en sert pour faire un pique-nique ou casse-croûte. Bon, il n'empêche, c'est une arme blanche qu'elle a sans cesse sur elle. Et elle a une personnalité qui potentiellement peut se servir de ce genre d'instrument pour faire du mal. La féminité chez Catherine Bernard, c'est quelque chose qui est plus que à ne pas montrer, c'est vraiment quelque chose à vraiment détruire parce que c'est symbolique de faiblesse. Donc le couteau serait le substitutif du phallus et lui donnerait ce pouvoir et cette puissance qui lui manque tellement.
Les gens, quand ils en parlaient, disaient qu'elle était violente, qu'ils la craignaient. Et qu'elle buvait beaucoup, qu'elle mal habillée. Lesbienne, oui. Sa réputation, c'était ça. Catherine Bernard ne laisse personne indifférent. Certains ont eu de l'affection pour elle, la plupart des autres la craignaient ou la méprisaient plus ou moins discrètement. Tous ont ressenti cette agressivité permanente, à fleur de peau, cette violence latente derrière laquelle elle s'abritait sans doute des difficultés de sa vie. Madame Bernard a également eu des rapports très violents avec ses anciens compagnons. Hein. Elle est coutumière du fait. Cette fois-ci, ça a mal tourné, mais voilà, c'est Madame Bernard. C'est une femme d'une extrême violence, qui peut être d'une extrême violence. Cette première journée de procès s'achève comme elle a commencé, sans accusé. Pourtant, grâce aux témoins et aux experts, s'est dessiné le portrait, sans grand contraste, d'une paumée de la vie, cumulant les mauvais points, alcool, cupidité, mensonge et violence. Madame Bernard a toujours essayé de minimiser les faits et de se justifier. Et aujourd'hui même, elle a l'audace de vouloir passer à autre chose. Elle a lié une relation en prison et dit ouvertement qu'elle voudrait passer à autre chose. Donc, à mon sens, elle a tué Monsieur Flo 2 fois. La première physiquement et aujourd'hui en effaçant le souvenir de façon totale. Elle n'est pas là pour donner les explications qui sont les siennes à son geste. Et il y a évidemment des zones d'ombre qui vont demeurer et qui ne joueront pas évidemment en sa faveur. Les explications de Catherine Bernard auraient pu permettre de dresser un autre tableau, plus nuancé d'elle-même. Et surtout d'éviter cette impression de malaise face à cette chaise désespérément vide, ce sentiment de faire le procès d'un fantôme. Contrairement à Catherine Bernard, et même si l'alcool était là encore présent, Jean-Philippe Flo est issu d'une famille unie et il est allé au lycée jusqu'en classe de terminale. Mais ce que le jeune homme préfère, ce sont la nature, la chasse et la pêche, toutes les passions d'un père qu'il idolâtre. La mort de ce père en 91 constituera le premier tournant de sa vie et le premier pas vers un certain renoncement à vivre. En 93, il épouse Martine, qui lui donne un fils en 1994. Puis le couple se déchire violemment et s'alcoolise massivement. On était toute une petite bande. Bon, il y avait nous, il y avait d'autres copains. Bon, pareil, on se retrouvait toujours autour de la pêche ou de la chasse. Donc on faisait des petites fêtes ensemble, quoi. C'était vraiment convivial, c'était agréable. On le décrit comme quelqu'un d'assez passif, assez faible, pas très ambitieux, qui se laisse un petit peu porter par les événements. Voilà. Et donc, sa première femme, il la rencontre, elle a aussi un problème d'alcool. Hein, et lui sombre effectivement dans l'alcoolisme. Et cette personne, cette femme décède. Voilà. Là, effectivement, il y a la cassure. C'est-à-dire que, finalement, il n'a jamais été un grand fan de la vie. Et ça lui enlève ses dernières espérances, ses derniers espoirs. À partir de ce problème, il a plus envie de travailler, voilà, et puis après, forcément, de fil en aiguille, ça a été la déchéance. Et c'est même impressionnant de voir qu'on peut partir d'avoir un emploi, être stable, une maison, un enfant, et puis sur 5 ans, se retrouver à la rue et puis à la fin au cimetière. Alors qu'il se sépare de Martine, Jean-Philippe rencontre Catherine dans un tabac. Ils commencent à se fréquenter, puis Jean-Philippe présente Catherine à Martine. En une soirée, les deux jeunes femmes deviennent amantes. Le trio vit ainsi quelque temps entre alcool et sexualité passionnée, jusqu'à ce soir d'août 2002, où Martine, en état d'ébriété, se tue dans un accident de la route. Jean-Philippe ne s'en relèvera pas, il subit sa vie et parle de suicide. Quand Jean-Philippe m'a dit « je vais me mettre avec Catherine », je lui ai dit « surtout fais pas ça ». Parce que je la connaissais, je sais comment elle est, donc... Et puis, bon, mais il m'a pas écouté. Après, il regrettait, mais après, c'était trop tard parce qu'ils étaient ensemble. Et il voulait pas la laisser parce que je pense qu'il avait peur d'elle, peur de sa réaction. C'était deux opposés.
deux opposés. Lui, il était toujours bien mis, propre. Alors, il s'était déjà mis un petit peu là dans la boisson à cette époque-là. Hein. Mais toujours bien mis. Et elle, bon, maintenant, un garçon manqué. Hein. Jamais rien de féminin. Enfin, ils n'allaient pas ensemble. Pour moi, ils n'allaient pas ensemble. Il venait, il buvait un verre avec donc cet ami, mais j'avais l'impression que ça se passait bien. Il jouait aux fléchettes, il faisait du billard, donc j'avais pas l'impression que voilà, ça se passait. Ils avaient l'air de bien s'entendre, quoi, comme deux copains. Deux copains ou deux paumés qui se raccrochent l'un à l'autre. Toute sexualité entre eux est d'ailleurs disparue. Lui par résignation, elle par dégoût des hommes et attirance des femmes. Il disait qu'il l'aimait, que c'était plus fort que lui. Alors, je ne suis pas persuadée que ce soit réellement de l'amour. Il lui fallait quelqu'un, en fait. Je crois qu'il avait besoin de quelqu'un. Et ben, c'était elle. Et puis, il était tombé dans une telle déchéance qu'il n'avait plus d'ouverture, aucune. Beaucoup d'amis à lui ont arrêté de le fréquenter par rapport à Catherine. Ou il aurait eu d'autres ouvertures, et là, non. Il s'est un peu fermé de tout, en étant avec elle. Elle m'a dit que c'était pas une relation amoureuse, c'était un super pote. À Touvres, le couple cohabite avec Madame Flo dans un terrible huis clos, fait de non-dits, de rancœur et de violences sous-jacentes. « Je te crèverai », promet un jour Catherine à Madame Flo. Hormis quelques coups de gueule, la vieille dame laisse faire. Monsieur Flo, bon, était fortement alcoolisé, hein, c'était un alcoolique au dernier degré. Elle aussi, je pense que c'est deux misères qui se rencontrent. Voilà. 2-3 fois, c'est arrivé qu'elle partait, travailler, alors travailler, je sais pas où, à Barbezieux, ailleurs. Et donc là, Jean-Philippe, ça allait mieux. Je lui disais, viens avec moi, on va jouer au foot, on va manger. Et là, il buvait pas, il était bien. Et dès qu'elle revenait, c'était reparti. Pour ça, je vous dis, je pense que la relation, il aurait aimé s'en séparer, mais je pense qu'il avait peur de se retrouver tout seul. Donc il se raccrochait à une bouée, quoi, mais n'importe laquelle, quoi. C'était une bouée percée, quoi. Bon, elle le prenait souvent pour son boy. Hein. Elle lui demandait d'aller chercher des cigarettes ou d'accompagner un tel au bus parce qu'elle ne pouvait pas marcher. Et lui, il le faisait. Hein. Vraiment, il était adorable, ce garçon. Moi, je l'aimais beaucoup. Elle lui disait de ramper, et ramper, quoi. C'était... Il disait ce que voulait, quoi. Elle dit, déguise-toi, il se déguisait. Jette-toi sous un train, il l'aurait peut-être fait. Moralement, il était faible. À cette époque, Jean-Philippe a tout perdu. Sa maison, son travail, sa femme et son fils, confiés à un oncle en Australie. De Catherine, il accepte soumission, violence, humiliation, comme s'il n'attendait plus rien de la vie. Il nous montrait ses bleus sur tout le corps. Je disais, bon, ça suffit. Hein. Mais régulièrement, il était marqué. Quand il faisait de réflexion, donc elle prenait la fourchette à table et puis on lui mettait un coup de fourchette, un coup de couteau, quoi. C'était de la violence gratuite, de la violence comme ça, quoi. Nous, on aurait mis une claque, elle mettait un coup de fourchette. Voilà, donc, et comment elle réagissait? Elle réagissait pas. Le matin, après, au boulot, il disait, bon, tu sais, je me suis griffé. Bon, on voyait bien que c'était pas des griffures normales, quoi. Ou alors il avait un cocard. Je me suis cogné une porte. Enfin bon, c'est la porte à l'abandon, quoi. Enfin, c'est... Apparaît ainsi à l'audience le portrait étrange d'un homme battu et apparemment résigné à l'être. Quand on dit, une femme, quand elle est bâtie, elle dit qu'il ne faut pas accepter la première gifle. Mais lui, il n'aurait jamais dû accepter la première gifle non plus. Hein. C'est un faible. Ah oui, il était faible. Oh, oui. C'est plus que ça, même, hein, quand même. Gentil, on va pas filmer une mouche, lui. Oh, non, lui, non. Mais quand il est venu au bar avec son gamin, tu comme il était gentil. Il y a une expression qui dit trop bon, trop con, quand même, au bout d'un moment. Il arrivait des fois dans des états pitiés. Un jour, l'ophtalmo, il avait dit... Les pauvres gens, quand même. Vous perdrez l'œil. Vous perdrez la vue. Hein bah oui, attends, elle a toujours le 10 coups de poing dans le même œil, à force... Je sais pas... Ah, c'est pas le Elle avait même le dire parce que juste qu'elle lui brûlait avec la cigarette sur la peau et tout. Hein. C'était une majo, elle. Ah ouais, c'était une sadique. C'était une sadique. Mais on est vraiment dans le procès de la misère, c'est vraiment... J'ai dit, mais tu dois pas accepter ça et tout. Alors il me disait, ouais, mais je l'aime, je fais pas de l'amour là, je fais de la connerie.